RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Mesdames et messieurs, bonsoir et voici mise au point dans une nouvelle livraison, votre magazine sociopolitique, toujours au cœur des questions d'actualité politique. Nous allons parler du discours de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, au lendemain de la levée de ses immunités en tant que sénateur pour être mis à la disposition de la justice. Il a parlé alors une déclaration de guerre contre le pouvoir en place ou ce quoi exactement le sens de son discours. Nous en parlons dans cette émission. Également, nous allons parler de la justice avec le procès Matata Ponyo, Mutamba, Kabila. Est-ce que c'est de l'acharnement ou simplement les fondamentaux d'un état de droit? Nous en parlons sur ce plateau avec un invité, une figure bien connue sur le plan national, une figure politique, l'ambassadeur André-Alain Atundu-Liongo, président du parti Convention pour la démocratie et la République, membre de l'Union sacrée de la nation. C'est lui notre invité. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Bonsoir, monsieur Moulouba. Très en forme. Toujours. Voilà, comme annoncé votre ancien collaborateur Joseph Kabila, 3 sorties médiatiques en l'espace de 3 mois. Il a parlé. Quelle herméneutique, quelle interprétation faites-vous de son discours, de son speech de près de 45 minutes à la télévision? D'abord, sur le plan de la forme, c'est une narration politique pathétique dans le seul objectif de justifier l'appel à l'adhésion autour de lui sur base des 12, je crois, 12, oui, 12 points. Sujets ou points qu'il a proposés. En plus, dans ce qu'il a proposé, ou d'une façon générale, ce discours n'a fait aucune révélation, aucune proposition que nous ayons déjà entendue de la bouche du président Kagame. Ceci nous amène à nous poser la question sur le lien réel entre les deux personnages pour avoir ce discours, le lien idéologique. Ensuite, ce discours est un discours, j'allais dire, pervers et vicieux, parce qu'il fait de l'amalgame. Il fait un appel de pied aux militaires qu'il prétend avoir formés, je dis prétend, parce que c'était son obligation de former l'armée, et les militaires, le corps de l'armée, l'armée étant un corps républicain, est à la disposition du commandant suprême, qui hier était Joseph Kabila, aujourd'hui est M. Tshisekedi. Et donc faire cet appel du pied aux militaires, aux officiers, est vicieux et subversif. C'est miner la cohésion et l'homogénéité de l'armée. Un instrument pour la défense de notre souveraineté. Or, si l'instrument est déjà divisé à l'intérieur, son efficacité devient hypothétique. Et donc, c'est même un appel criminel. C'est pas fort comme mot, comme concept que vous utilisez? Non. Oui, allez-y. C'est pas criminel dans le sens où, allez, un soubassement criminel, si on peut ainsi s'exprimer. Mais toujours est-il que le fait est le même. Ensuite, sur le plan de la forme, il a pris une posture royale. Une posture royale, c'est-à-dire, oui. Il a considéré le pouvoir
comme émanant de lui, étant sa propriété, alors que c'est la propriété du peuple qui le donne à qui il veut. Hier, c'était lui. Aujourd'hui, c'est Tshisekedi. Et donc, quels que soient ses besoins ou ses ambitions, il ne peut pas dire « je rentre pour reprendre mon bien qui a été mal utilisé ». Ça, c'est une... Il n'a pas dit... Alors, la question est simple. Les faits dénoncés dans son discours, avant de proposer justement des mesures de sortie de l'impasse, est-ce que c'est faux ou c'est vrai? Quand il parle par exemple d'un climat autoritaire ou d'une tyrannie qui bat son plein aujourd'hui. J'allais dire, comme on nous apprend en géométrie, c'est ce qu'il faut démontrer. Il fait des affirmations qui ne sont pas à démontrer. Et vous savez qu'ils ne sont pas démontrés. Vous savez, les juristes disent quod gratis affirmatur, gratis negatur. Si vous affirmez sans preuve, je me dispense, moi, de donner des preuves contraires. Donc, aujourd'hui, nous étions sur le plan de la forme. Nous étions sur le plan de la forme. Et sur le plan de la forme, c'est vicieux aussi parce que il fait appel à des notions floues, dont l'objectif réel est de toucher à la cohésion nationale. Lorsqu'on parle de l'encharnement des swahiliphones, qui sont les swahiliphones? Si l'on prend au sens étymologique du mot, c'est tous ceux qui parlent swahili. Moi je parle swahili, toi tu parles swahili, etc. Alors, est-ce que cela est limité à une province? Non. Et vous connaissez le problème qu'il y a dans le pays avec les populations Banyamulenge ou d'origine rwandaise? Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec un harcèlement contre les swahiliphones. Parce que même dans les provinces où on parle le swahili, comme à la province orientale, tout le monde ne parle pas swahili, il y a des bangalas aussi. Donc, ce sont des concepts vicieux, utilisés en tout cas vicieusement, pour toucher à la cohésion nationale. La stigmatisation, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Je ne vois pas une population ou une tribu congolaise stigmatisée. Vous n'avez jamais entendu parler de ça pendant ces derniers temps? Oui. Des déclarations ça et là. Je crois que même les évêques avaient évoqué cette question. J'ai entendu la stigmatisation des Bangala avec 32 ans de pouvoir de Mobutu. Mais ça, ce sont des notions qui ne peuvent pas sortir de quelqu'un qui prétend avoir une ambition nationale. Parce que son devoir, c'est justement de veiller à la sérénité des relations. Alors, sur le plan du fond, maintenant? Alors, il faut pour cela éviter la politisation de toute infraction et l'appropriation indue d'une sanction par solidarité avec celui de votre province, de votre tribu, ou celui qui parle la langue que vous parlez. Sur le plan de fond, c'est plus dramatique. Parce que c'est l'examen de sa proposition de 12 points. Comment peut-on penser à l'unité du pays en commençant comme point d'adhésion ou de cohésion? Eh bien, chasser le pouvoir mis démocratiquement en place, abusivement qualifié de tyrannie ou de dictature, pour mettre à la place un pouvoir manifestement autocratique par des moyens militaires. Mais il n'a pas proposé d'alternative, il a seulement dit mettre fin à la dictature, mieux à la tyrannie. Il faut savoir lire au-delà de ce que l'on entend. Pourquoi ils vont enlever cette tyrannie?
ce qu'il appelle tyrannie ou dictature. C'est pour rester le vide. C'est pour que lui se présente comme un salut. Et ça... Je dirais peut-être c'est pour répondre à la question 4, restaurer la démocratie ou les fondamentaux d'un état de droit. C'est ce qu'il a cité au point 4. On ne peut pas faire une liaison entre les deux. On ne peut pas restaurer la démocratie en combattant les bases ou la base fondamentale de la démocratie, qui est notre Constitution, qui dit qu'un chef d'État a un mandat de 5 ans quand il est élu. Et si vous avez des ambitions, il faut attendre ces 5 ans. Il ne faut pas, chaque fois que vous êtes mécontent, vous allez prendre les armes. Et ceci d'ailleurs me permet d'établir encore un parallélisme entre le FPR du président Kagame et la méthode Kabila. Le FPR a pris le pouvoir au Rwanda en appliquant la théorie de son sponsor, Museveni, talk and fight. C'est-à-dire, ce que vous ne pouvez pas encore avoir par les armes, perdez le temps par les négociations et si possible les avoir. Et ainsi faciliter la pénétration ou l'infiltration. Comment? En établissant un équilibre factice ou une adéquation factice entre deux groupes. On prendra au Rwanda les Hutus ou les Tutsis qui venaient combattre le pouvoir de Habyarimana avaient une voix politique et le Habyarimana avec ses 90% plus les Hutus, etc., les Tois, une voix. Ça. Donc c'est ce qu'il veut instaurer. C'est la même méthode. Non, c'est la même méthode qui est employée ici. Parce que on va commencer à négocier politiquement. Pourquoi? Pour reconnaître le M23, le AFC, et le considérer comme partenaire. Parmi les revendications, c'est quoi? Il faut faire le brassage. Nous devons avoir autant d'hommes dans l'armée, autant d'hommes dans les circuits politiques. Mais est-ce qu'il y a un équilibre entre un groupe de rebelles et toute la nation? Si on l'a fait dans le temps pour des raisons de contraintes du moment, eh bien maintenant ce n'est plus... Non, ce n'est pas ce qu'il propose. Il a proposé au point 10 de neutraliser les groupes armés nationaux et étrangers. Je ne sais pas si vous êtes son avocat, mais moi je m'explique. Non, je ne suis pas son avocat, mais je suis en train de... Laissez-moi oui. m'expliquer. Nous parlons du fond. Ce premier point est aussi fondateur. C'est-à-dire, c'est l'annonce officielle de sa rébellion contre le pouvoir. Ah, contre le pouvoir? Oui, de sa rébellion contre les institutions légalement établies et démocratiquement. Ça, c'est criminel. Donc il peut être poursuivi rien que par rapport à ça. Vous me dites, qu'est-ce que je pense de ce discours? Exactement. Je dis qu'il est fondateur d'un État, d'un statut nouveau pour le président Kabila, c'est-à-dire le statut de rebelle contre le pouvoir qu'il faut chasser. De la part de l'ancien chef d'État, qui a des obligations de loyauté vis-à-vis de la République en toute cause, qui a l'obligation de contribuer à soulager la misère du peuple, c'est criminel. Ça ne va pas, c'est criminel. Alors, quand il dit, il appelle le peuple congolais à une prise de conscience, à jouer sa partition, et lui va jouer la sienne. C'est là la conclusion de son discours. Pour d'aucuns, c'est vraiment là la déclaration de guerre. Quelle est cette partition qu'il compte jouer? Posez-lui la question. Et quelle est la partition que le peuple congolais va jouer? Lorsqu'on voit la déclinaison de ces 11 points précédents, eh bien, sa partition, c'est que moi je me rebelle
contre le pouvoir pour chasser le pouvoir tyrannique ou dictature, eh bien, vous, soulevez-vous pour mener une révolution sociale pour m'accompagner. Et c'est ça le rôle de l'opposition, et c'est ça le rôle d'un ancien président de la République. Dans l'entretemps, il plaide pour un dialogue à l'interne. C'est paradoxal. C'est paradoxal. Parce que il soulève tout ce remue-ménage. Pourquoi? C'est pour qu'il entre dans le jeu. Parce qu'il appelle les gens. À quel titre? La seule personne qui a le droit légitime, légal, d'appeler le peuple congolais à les soutenir dans une œuvre, c'est celui qui a été élu comme président de la République, qui de ces faits a le privilège de vouloir, d'agir au nom du peuple. Alors lui, il prend une initiative, soi-disant pour la paix, unilatérale et parallèle à la dynamique actuelle que le président Tshisekedi a mise en place et qui est plus porteuse d'espoir de paix. Oui, justement, quelle est cette dynamique aujourd'hui, porteuse d'espoir, contraire à ce que propose l'ancien président de la République, Joseph Kabila? C'est pas contraire, parce que c'est Kabila qui est contraire. La dynamique du président Tshisekedi est antérieure, ne peut pas être contraire à ce qui vient après. Non, il a eu fait des propositions, exactement. Je vous le conseille. Donc, en tout état de cause, après des contacts de proximité, de diplomatie de proximité, le président Tshisekedi a trouvé qu'il fallait mieux appuyer sur le plan diplomatique, qui a déjà donné des résultats. Aujourd'hui, si Kagame est en désarroi, c'est parce qu'il est asphyxié. Et le président a appuyé en disant, eh bien, je vais conclure un contrat, un partenariat stratégique avec les États-Unis, parce que les États-Unis sont capables de nous aider à imposer la paix. Les États-Unis ont mis un package de 500 milliards de dollars sur 15 ans. Sur 15 ans sur la table. Pourquoi? C'est à partir de l'expérience américaine. La victoire amène toujours des charges de reconstruction. C'est ainsi que, et c'est la reconstruction qui amène la véritable paix. C'est ce qu'ils ont tiré comme leçon de la Première Guerre mondiale, et c'est ce qu'ils ont appliqué à la Seconde Guerre mondiale. Ils ont détruit l'Allemagne, mais ils lui ont donné le moyen de se reconstruire, quitte après à juger les criminels, à donner des responsabilités. Donc aujourd'hui, nous devons d'abord imposer la paix, et nous sommes sur la voie, grâce aux Américains, qui ont mis le paquet sur la table, qui ont les moyens de faire pression à la fois sur le Congo, notre pays, et sur le Rwanda, qui jouissent d'une crédibilité internationale qui pourrait décourager certains rescueurs à vouloir créer encore de la zizanie. Est-ce que c'est cela qui amènera pour autant l'unité ou la cohésion sociale à l'interne? Je vous parle de la paix. Je vous parle d'abord de la paix. C'est-à-dire, grâce à cela, oui, il y a l'élimination de la cause idéologique de la guerre, c'est-à-dire la contestation des frontières héritées de la colonisation. Kagame y a renoncé. 2, le départ, le retrait de troupes rwandaises. Les Américains nous ont appuyé là-dessus. La cessation des hostilités. Et lorsque tout cela sera fait, alors il faut établir un contrat de coexistence pacifique et de collaboration légalisée.
comme nous avons fait ce contrat de partenariat stratégique portant sur minerais contre sécurité, eh bien les Américains vont sécuriser ou mieux sanctuariser les sites d'exploitation, notamment par les Black Waters. Donc, voilà ce qui va nous amener la paix. Lorsque nous aurons la paix, Oui. ou comme deuxième phase, alors la cohésion nationale va se poser. À travers le processus de Kinshasa, comme d'aucuns Non, l'appellent. non. Maintenant, c'est du passé. Nous avons la paix. Nous avons la paix grâce au processus de Washington, disons-le comme ça. Alors maintenant, sur le plan interne, nous pourrions avoir un problème de cohésion nationale. Alors, deux questions se posent. Faudrait-il un colloque politique qui aboutit au partage du pouvoir? C'est qu'on peut qualifier de dialogue, par exemple. Non, mais c'est ça. Oui. Un dialogue. Oui, politique, changement de terminologie simplement. hein, politique qui aboutit nécessairement Au au partage. partage de responsabilités ou de pouvoir. Ou faudrait-il appeler un colloque social au niveau national pour traiter des problèmes concrets des forces vives de la nation? Je prends un exemple banal. Eh bien, on organise un colloque national ou un colloque quinois. On appelle les vendeuses du marché, on appelle les commerçants ambulants, on appelle les chauffeurs, on appelle les mamas bipopulaires, on appelle les vendeuses de pain, etc. On dit, mais quel est votre problème de Kinshasa? Ah, nous, les vendeuses du pain, lorsque nous nous levons à 5 h du matin, nous rencontrons les Koulouna qui rentrent de leur sale maison et ils nous attaquent. Ah, ça c'est très important. Ah, moi je suis commerçant, en rentrant chez moi à 21 h, je trouve les Koulouna qui commencent leur matin et ils nous attaquent. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est alors des solutions pragmatiques vont sortir pour des problèmes concrets. C'est ça qui va créer la cohésion nationale. Voilà. Donc à ce niveau, je pense donc que les revendications ou les propositions de Joseph Kabila sont malvenues pour le moment. D'abord, Inappropriées, je crois que... inadaptées aux réalités actuelles. Inapproprié, inadapté aux réalités, parce que d'abord, c'est une proposition unilatérale de la part d'une personne qui n'a pas l'autorité légale d'inviter la nation officiellement pour engager la République. Ensuite, nous ne savons pas où va-t-il les appeler dans une zone occupée par les rebelles et qui contestent l'autorité de Kinshasa. Il a promis de se rendre à Goma, entre Et parenthèses, pourquoi? tout ça. Et pourquoi? Pourquoi? Un ancien président de la République, lorsqu'il doit se rendre dans une zone comme celle-là, doit être porteur d'une mission ou d'un message du chef de l'État. Alors, est-ce que vous le Nous pensez avons pas? vu ici Oui. le président, l'ancien président français Sarkozy, arriver ici, porteur d'un message du président Macron. Ça, c'est dans la logique des choses. Autrement, sans entrer dans sa logique de combattre le pouvoir. Alors, le président Tshisekedi est à ce point naïf qu'il va lui donner les moyens de le combattre, de combattre son pouvoir. Est-ce que vous ne pensez pas que ça soit peut-être le fait d'une certaine révolte, puisque son discours intervient, je l'ai dit, au lendemain de la levée de ses immunités en tant que sénateur pour qu'il puisse comparaître? C'est pas une réaction dans ce Il y a sens-là? un principe qu'on inculque aux commis de l'État en France. En toute circonstance, il faut savoir raison garder. Il ne peut pas réagir comme ça parce que la loi a permis qu'on puisse lui enlever son immunité. La procédure n'a pas Il aurait respecté. dû réagir. La procédure n'a pas été dérespectée. Si la procédure a été respectée,
La procédure, c'est le Sénat. D'aucuns évoquent l'article 8 de la loi portant d'anciens chefs de l'État qui Non, demande à ce que, j'ai qui le est texte. justement, J'ai le qui est, texte. qui est un congrès qui soit organisé. J'ai le texte. J'ai Oui. le texte. Permettez-moi de le lire. Oui. L'article 7. Il faut commencer par l'article 7 du statut pénal. Oui. Paragraphe 2 du statut pénal. Article 7. Tout ancien président de la République élu jouit de l'immunité des poursuites pénales pour les actes posés dans l'exercice de ses fonctions. Oui, ça c'est l'article 7, dans l'exercice de ses fonctions. Fonctions. Voilà. Pour les actes posés en dehors de l'exercice de ses fonctions. Bien entendu, s'agissant de l'ancien président de la République. Les poursuites contre tout ancien président de la République élu sont soumises au vote à la majorité des 2/3 des membres des chambres du Parlement réunis en congrès, suivant la procédure prévue par son règlement intérieur. Alors, Qu'est-ce à dire? oui. Ça veut dire que si aujourd'hui, d'aventure, le fils du président élu, de l'ancien chef d'État, l'accuse à la gendarmerie que voilà, mon père m'a giflé. C'est une violence faite à l'enfant. Ah, il mérite d'être poursuivi. Ou si il a eu, à l'époque, il a dit, bon, allez, mettez-moi Moulouba en prison parce qu'il m'a dérangé. Et qu'aujourd'hui, Moulouba dit non, ceci n'est pas vrai, c'était pas dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Eh bien, pour le juger pour ce cas-là, il faut les 2/3 du Congrès pour le mettre à l'abri des actions intempestives. Il ne s'agit pas de lui accorder une... Oui, justement. Une... Pour d'aucuns, c'est peut-être, ça peut s'appliquer maintenant qu'il n'est plus en fonction et qu'il ne pose plus des actes en tant que chef de l'État. Est-ce que nous nous entendons bien que l'article 7 et le 8 sont liés? Oui. Il s'agit d'un ancien président qui pose des actes dans l'exercice de ses fonctions pendant qu'il est en fonction et des actes en dehors de ses fonctions pendant qu'il est en Donc, fonction. c'est pas pendant qu'il n'est plus en fonction comme maintenant. Non. C'est ça l'interprétation que les gens font. Mais parce que c'est ça. Hein, c'est ça. Si il n'est pas en fonction, hein, comme maintenant, la loi ne dit nulle part que le président de la République, l'ancien, doit réunir telles conditions. Alors, d'aucuns, oui. Sauf que la Constitution, dans l'organisation des pouvoirs judiciaires, donne le pouvoir 48, page 48. Oui, très rapidement, il nous reste Oui, 10 oui, minutes. très rapidement, mais c'est important. Donne à la Cour, oh là là, je vais me retrouver, à la Cour de cassation la prérogative de connaître de ce qu'il aura commis comme fait infractionnel. Alors, les gens qui parlent justement d'un vice de procédure évoquent le fait qu'en tant que sénateur à vie, il n'a été élu par aucune circonscription, dans aucune circonscription. Et il est sénateur à vie et donc Au-dessus de la loi et... on ne peut pas lever ses immunités puisque il représente quelle province par exemple aujourd'hui? Non. Voilà. D'abord, ceux qui partent de cette argumentation pour prétendre que le président à vie, le sénateur à vie ne peut pas être poursuivi, ils partent de ce qu'on appelle une argumentation ad ignorantiam. La méconnaissance du droit ou l'ignorance du droit ne peut pas fonder le droit ou une argumentation de droit. Cela va de soi. Et par ailleurs, dans les dispositions les devoirs d'un ancien chef d'État, tout ancien chef d'État de la République élu est soumis aux devoirs incombant
à tout citoyen en vertu de l'article en particulier de la Constitution, en particulier 62-64, sauf ceux auxquels il est expressément astreint ou soustrait par la loi. Cet article-là parle de la possibilité du droit de tout Congolais de s'opposer à celui qui veut prendre le pouvoir par la force, de celui... Donc, vous voyez que cet article le condamne déjà. Aucune soustraction ni exonération aux devoirs prévus par la Constitution et par la loi ne peuvent être accordées au préjudice des intérêts de l'État congolais, de ses institutions ou de son peuple. Tout ancien président de la République élu est soumis à une obligation générale de réserve, de dignité, de patriotisme et de loyauté envers l'État. Oui, Parlons de la dignité. Parlons tout simplement de la dignité. Est-ce qu'on attend qu'un président, un ancien président de la République, monte une rébellion contre son successeur au motif qu'il n'a pas respecté le contrat passé ensemble? Bon, là c'est à démontrer, puisque jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas encore d'argument qui prouve que M. Kabila a monté une rébellion. Peut-être c'est la justice qui va l'établir. Donc, à ce niveau, je ne peux pas l'affirmer sur le plateau. Vous ne l'affirmez pas. Vous me posez, je donne mon point de vue. Oui. Parce que, par ailleurs, il y a un débat actuellement en France. Est-ce qu'il faut enlever la dignité dans l'ordre de la Légion d'honneur au président Sarkozy parce qu'il a été condamné? Parce que la condamnation introduit un élément d'indignité. Et donc, c'est un procès aussi éthique. Il faut être capable de se montrer digne de l'honneur que l'on vous fait. On n'a pas donné ces privilèges et ces immunités à l'ancien président de la République pour qu'il puisse combattre les institutions et en l'occurrence pour qu'il puisse s'allier aux agresseurs et à leurs pantins, si je puis ainsi m'exprimer. Bon, ça c'est un. Et puis, bon, on parle de l'état de droit, on parle de quoi encore? D'état de droit, de violation. Mais qui ignore que la démocratie est un régime de l'autorité du plus grand nombre? C'est ce qu'il appelle la démocratie. Voilà. C'est ça la démocratie. Voilà, il ne peut pas qualifier ce régime-là de dictatorial. Non, voilà, c'est une donne. Voilà, on va clôturer ce chapitre. En ce qui le concerne aussi, il y a des casseroles. Il y a des casseroles. Les gens voudraient savoir, bon, quand il était là pendant ces 18 ans, qu'est-ce qui s'était passé avec les gens qui étaient tués ici? Qu'est-ce qui s'était passé avec des gens qui étaient dans les campements? Il y avait des Congolais, il y avait des Rwandais. Qu'est-ce qui s'était passé? Des gens ont disparu. Voilà, faudra-t-il encore qu'il vienne et que la justice fasse son travail, qu'il se présente devant la justice? Bon, nul n'est au-dessus de la loi. Il peut prendre l'option de ne pas se présenter, mais il n'en sera pas moins coupable. Si tant est que la justice le trouve coupable. Voilà, merci en tout cas. Mesdames, Messieurs, mise au point, ça se poursuit. Nous allons maintenant très rapidement entamer notre deuxième point. Ce sont justement presque la continuité avec le procès Matata Ponyo sur le parc agro-industriel de Bukangalonzo. Nous n'avons pas l'intention de nous opposer au verdict de la Cour constitutionnelle qui est opposable à tous. Mais il y en a qui pensent que c'est un peu... On a été trop dur envers lui. C'est pour des faits qui se sont passés antérieurement. Pendant ce moment, il y en a qui font peut-être plus que lui, qui ont fait pire que lui, qui ne sont pas jugés. Et on parle également de ces poursuites de Joseph Kabila et du ministre d'État Moutamba. Donc, les deux là sont des anciens collaborateurs de Joseph Kabila. Je crois que ces causes ne sont pas liées. Les causes qui impliquent le président Kabila ne sont pas liées aux causes qui impliquent Matata. Les causes ne sont pas liées juridiquement. Donc ça ne sert à rien de dire « Vous m'avez condamné parce que j'ai mangé le pain appartenant à Moulouba, mais M. Koko qui est là,
Il a pris un pain, mais on ne l'a pas vu. Mais ce ne sont pas des causes liées. Il faut délier les causes, traiter cas par cas. En l'occurrence, il faut d'abord éviter une politisation indécente de la faute. Il faut éviter une appropriation de la sanction par solidarité. Je comprends qu'on ait de la compassion pour celui qu'on connaît, mais on ne peut pas s'approprier les sanctions. Parce que vous ne savez pas dans quel contexte il a eu à poser ces actes qu'on lui reproche. Donc c'est au cas par cas. Bien sûr. Bien sûr. Pas d'acharnement, pas de politisation, de procès. Non, la politisation provient de la médiatisation excessive. Est-ce que l'opinion sait que chaque jour, je crois de lundi à vendredi, les magistrats travaillent, condamnent, jugent, font des investigations, sans que cela ne suscite une émotion généralement quelconque. Et pourquoi tel procès doit être hyper médiatisé, tandis qu'il y en a d'autres qui se font Mais sans médias? Parfois c'est à demande. C'est là aussi le problème. Mais dans tous les cas... C'est justement ce qui prouve que on voudrait... Non. La publicité, Oui. la publicité, le procès est public, sauf pour des raisons de moralité ou des raisons particulières de sécurité publique. La publicité. Alors, la publicité, c'est le fait de permettre à chacun d'y aller, ou ça peut être aussi interprété comme le fait de permettre à chacun de voir ce qui se passe là. Alors là, c'est à la magistrature de porter un jugement. Parfois, ce sont les prévenus eux-mêmes qui le demandent. Parfois. Donc vous balayez d'un revers de la main tout ce qui est dit à propos de acharnement contre telle politisation de procès par rapport à ceci ou par rapport à cela, à ce niveau. Moi, je crois qu'il faut accorder le bénéfice de l'honnêteté à nos juges. Si il est prouvé et avéré que tel juge a privilégié les intérêts personnels de vengeance par rapport aux intérêts de l'État, eh bien, il existe une procédure, c'est la prise à partie. Or, le jugement a été rendu, qui a duré, le cheminement, les investigations, la procédure a pris un certain temps, et je n'ai pas entendu qu'on ait entrepris une démarche de prise à partie vis-à-vis d'un juge. Donc, ils ont la présomption de compétence, si je puis ainsi m'exprimer. Voilà, nous sommes arrivés presque à la fin de notre tranche, monsieur l'ambassadeur. Je vais quand même vous poser une question en rapport avec vous-même et votre parti, la CDR, qui se porte très bien aujourd'hui, je pense. Le parti Le parti se porte bien, oui. mais en hibernation, un peu, Ok. pour voir les choses. Voilà, en hibernation, mais, oui. mais le plus important, soit pour revenir au discours, je crois que le président de la République et les institutions de la République ont l'obligation d'éliminer et de mettre hors d'état de nuire toutes les structures de relais de ces propos et de ces comportements subversifs. Ok, ça c'est bien entendu. Alors, je m'en vais vous poser la dernière question à vous personnellement. Monsieur André Atondo, à vous entendre, à suivre vos arguments. Vous avez travaillé avec Mobutu, avec l'ancien président Mobutu. Vous avez travaillé avec Joseph Kabila également. Vous travaillez L'ancien président. L'ancien président Joseph Kabila. Bon, le président Joseph, c'est comme ça qu'on doit l'appeler en principe. Vous avez parlé de l'ancien président Mobutu, eh bien par parallélisme de forme. Tout au moins. L'ancien président Joseph Kabila. Aujourd'hui, vous êtes membre de l'Union sacrée pour la nation. Alors, d'aucuns se demandent changement d'idéologie, évolution de l'idéologie ou recherche de positionnement. Ce sont de... Pourquoi tant de couleurs en tant de décennies? D'abord, les gens qui se posent ce genre de questions, qui me prêtent toutes sortes d'intentions, ce sont des questions de mesquinerie. Ce sont des questions de mesquinerie.
Si on me reproche d'avoir été sous Mobutu, d'avoir œuvré, ça signifie qu'on me reproche d'avoir étudié sous Mobutu et de me présenter. Moi, je leur reproche aussi d'avoir vécu sous Mobutu. Pourquoi ils ne sont pas partis en exil? Donc ça, ce sont des manœuvres de diversion pour nous écarter de la donne essentielle aujourd'hui, à savoir cette ouverture de paix que le président Tshisekedi nous a donnée. Nous devons tous œuvrer pour que la paix soit une réalité. Tout le reste, il est de ceci, il est de cela. Et dans cette recherche de la paix, vous avez bien entendu votre partition aussi à jouer en tant que... je n'ai pas une partition. Un homme d'expérience, non, pas dans le sens péjoratif. C'est-à-dire vous avez un rôle à jouer. Mais bien entendu. En tant qu'intellectuel, en tant qu'expert, en tant que patriote. Voilà. En tant que patriote. C'est-à-dire... Sans mauvaise intention. Ma partition, ce n'est pas une partition unilatérale. Ma partition fait partie de la partition du chef de l'État. Donc, tout à fait normal. Tandis qu'une partition unilatérale, parallèle, dans le but de combattre la dictature ou la tyrannie, c'est un acte antipatriotique. Voilà, je considère ces paroles comme les toutes dernières pour cette émission. Vous avez à dire, à ajouter? 20 secondes? Oui, bien sûr. Nous avons tous l'obligation d'accompagner le président de la République dans sa quête patiente et persévérante pour la paix qui pourrait aboutir si la signature intervient. Alors, sauvons l'essentiel. Sauvons, amenons d'abord la paix. Ensuite, nous aurons la cohésion nationale. Et nous aurons, entre-temps, les moyens de développer notre pays sur le plan des infrastructures, sur le plan de l'économie, et pour aboutir à l'épanouissement du Congolais et permettre à notre pays de jouer son rôle en Afrique et dans le monde. Voilà, mesdames, messieurs, c'en est fini avec ce numéro de mise au point. Nous recevions pour vous l'ambassadeur André Alain Atundu Liongo, président du parti Convention pour la démocratie et la République, membre de l'Union sacrée. En tout cas, c'est une figure connue, un rodé. En tout cas, je crois savoir que vous avez trop bénéficié de sa science. Il a partagé avec vous une partie de cette crème ou de sa crème intellectuelle. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve dans une semaine pour un autre numéro. Au revoir. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.